Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Benjamin Lucas, qui est député Génération, c'est le parti de Benoît Hamon, des Yvelines. Vous, bonjour d'abord, Benjamin Lucas. Vous êtes au groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Exactement, écologiste et social. Voilà. Benjamin Lucas, première question toute simple et directe. Est-ce qu'aujourd'hui vous demandez la censure du gouvernement Bayrou ? Moi, je vais plaider au sein de mon groupe et au sein du Nouveau Front Populaire pour que nous fassions tomber, que nous censurions François Bayrou sur notamment la question des retraites. Donc vous demandez la censure du gouvernement Bayrou, on est d'accord ? Oui, moi je la demande. Bon. Je ne sais pas ce que décidera mon groupe. Non, mais vous la demandez. Mais moi, je plaiderai au sein de mon groupe et du Nouveau Front Populaire pour que nous déposions et que nous votions une motion de censure. Voilà. Sur quoi ? Sur la trahison de la parole donnée par le Premier ministre. Le Premier ministre s'est engagé devant la représentation nationale à ce que d'une manière ou d'une autre, on puisse remettre en cause la réforme d'Elisabeth Borne. Moi, j'ai pris un engagement moral vis-à-vis de mes électrices et de mes électeurs. Si la parole publique a encore du sens, si la parole politique a encore du sens, si se présenter aux élections avec des engagements, ça a encore du sens, si le vote des Français a encore du sens, alors on ne peut pas accepter que le Premier ministre dise que nulle part, sous aucun prétexte, on ne pourra remettre en cause la réforme d'Elisabeth Borne. Parce que je rappelle que les Français ont sanctionné les macronistes dans les urnes le 9 juin à l'occasion des élections européennes et qu'ils ont mis en minorité le camp qui défendait la réforme des retraites de Madame Borne, qui a une majorité au Parlement pour voter l'abrogation de la réforme des retraites, qu'il y avait un consensus, une unanimité syndicale pour la combattre et que jamais les Français n'ont été consultés. Il n'y a pas eu de vote. C'est un déni de démocratie, la réforme des retraites, il faut y mettre un terme. Oui, mais Benjamin Lucas, il y a aujourd'hui un conclave qui se poursuit malgré tout. Malgré tout, la CFDT, qui est le premier syndicat de salariés en France, poursuit les discussions. Donc si la CFDT poursuit les discussions, c'est qu'elle estime qu'il y a peut-être au bout de la discussion, une avancée pour tous les salariés de ce pays. Elle a émis des critiques très fortes. Oui, mais elle s'est affranchie d'ailleurs des paroles du Premier ministre. Oui, mais elle poursuit la discussion. Elle poursuit la discussion. Il peut y avoir une discussion. Elle ne demande pas la rupture. Moi, je vous dis que ce sont deux choses différentes. Je suis pour le dialogue social. Je suis pour que les partenaires sociaux discutent et décident d'amélioration sur notre modèle social, de conquête à obtenir, de progrès divers et variés pour le travail, pour les droits des salariés, etc. On parlera peut-être après des licenciements et je mène actuellement une commission d'enquête sur les plans de licenciement massifs qui sont faits avec la complicité de l'État. Mais il y a aujourd'hui une responsabilité des parlementaires. Pardon, mais Monsieur Bayrou, il avait une réputation dans la vie politique française depuis 30 ou 40 ans, c'était d'avoir une forme de droiture morale. C'était d'être une forme de, vous savez, de centriste, humaniste, quelqu'un qui avait une boussole, en tout cas qui était honnête. Bon, on voit sur Bétaram que c'est quelqu'un qui a quand même des choses à se reprocher, c'est-à-dire que il a une parole, il a une parole, en tout cas, il a une parole qui fluctue. Il a changé de version plusieurs fois, donc la question de la droiture, de la sincérité de l'engagement de François Bayrou est à remettre en question. Et surtout, on peut pas dire à la représentation nationale, pardon, mais c'est important, Jean-Jacques Bourdin. Les parlementaires, c'est pas rien, c'est les représentants de la nation. On peut pas venir nous dire, vous pourrez discuter de la réforme des retraites et s'il n'y a pas d'accord, on rediscutera et trahir cette parole, s'essuyer les mains de cette parole. Benjamin Lucas, à propos des retraites, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités et notamment les retraités les plus aisés? Faut regarder. La CFDT n'est pas contre. Encore une fois, je reprends. Moi, faut regarder sur les. Mais j'en ai un peu marre qu'on fasse les poches aux retraités. Je pense qu'il y a des solutions. On peut prendre donc sujet par sujet des mesures. Très favorable, quoi. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui aller chercher des sources de financement. Nous avons des propositions pour financer notre retraite par répartition, pour abroger la réforme Borne et revenir aux 62 ans. Et de ce point de vue-là, je vais vous dire, moi, je fais confiance aux partenaires sociaux pour trouver des solutions de financement qui fassent consensus. Vous voyez, j'essaie d'être responsable et d'avancer. Bien, je ne vais pas revenir sur le débat sur l'âge parce que il y a peut-être d'autres solutions que l'âge et d'autres paramètres à envisager. Bien sûr, ce que nous disons, la cotisation, le montant des cotisations, la durée, les pensions. Les pensions, le niveau des pensions aussi. Enfin, il y a beaucoup de sujets à mettre sur la table. Je vais pas entrer là-dedans. Je voudrais simplement vous demander est-ce qu'un peu de capitalisation, ça vous fait peur? C'est pas une question de peur. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes contre? Ça existe dans le public. Pourquoi est-ce que ça n'existerait pas dans le privé? C'est pas une question de peur, c'est une question de choix politique. Je suis attaché à notre modèle par répartition, qui est un modèle de justice qui nous est envié, je crois, à travers le monde. Et je ne suis pas favorable à ce qu'on privatise nos retraites et à ce que ça devienne, dans le champ des retraites, comme dans le champ économique aujourd'hui, la loi du plus fort et de la prédation. Pourquoi est-ce que vous l'acceptez dans le public? Alors, arrêtons dans le public, arrêtons-le. Arrêtons cette part de capitalisation
qui permet aux salariés du public d'avoir une retraite décente. Mais qui permet de compenser aujourd'hui la faiblesse de notre modèle. C'est pourquoi je vous le dis, je fais confiance aux partenaires sociaux, mais aussi au travail parlementaire pour fournir des propositions de financement qui nous permettent tout simplement, de vivre dignement à la retraite, qui nous permettent de partager les gains de productivité, parce qu'on n'en parle jamais. Depuis 30 ou 40 ans, on a obtenu des gains de productivité énormes. C'est-à-dire qu'en 1 heure de travail aujourd'hui, on produit plus qu'avant. On vit plus longtemps parce que la médecine a fait des progrès, parce que la science a fait des progrès, parce qu'on a renforcé aussi nos conditions de travail, même si beaucoup sont encore beaucoup trop pénibles. Et donc tout ça doit être à un moment donné partagé équitablement. Et aujourd'hui, le partage, il se fait trop souvent du côté des actionnaires, du côté de la rente, et pas assez du côté des travailleurs. Bien, Benjamin Lucas, vous parliez de cette commission d'enquête parlementaire que vous présidez sur les plans de licenciement, les plans sociaux. Hein, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous cherchez? Mon objectif, c'est de faire la lumière. Empêcher une entreprise de licencier? Mon objectif est de faire la lumière. D'abord, une commission d'enquête, ça enquête sur une escroquerie d'État, qui est que, figurez-vous, le premier poste de dépense de la nation aujourd'hui, ce n'est pas la défense face à la menace d'une agression russe et à l'abandon américain, ce n'est pas l'éducation nationale et l'avenir de nos enfants, ce n'est pas la santé. Si vous prenez ces 3 postes de dépense-là, dont vous conviendrez avec moi qu'ils sont importants, ils sont surpassés par les aides publiques aux entreprises. Selon les plus important que la situation internationale, que la menace de Trump et Poutine. Ce que je vous dis, c'est qu'on dépense aujourd'hui plus en aide publique aux entreprises que on ne dépense pour notre défense, notre éducation, notre santé, les 3 réunis. C'est un sujet. Je suis pas contre les aides aux entreprises. Je suis pour un investissement d'ailleurs dans l'économie, pour la transition écologique, pour créer des emplois. Mais on donne cet argent sans aucune forme de contrepartie, sans contrôle réel de ce qui est fait. D'ailleurs, les chiffres, je vous donne une fourchette, entre 140 et 223 milliards. On a même du mal à établir un chiffre clair et précis, et les versions diffèrent. Il y a une commission d'enquête sénatoriale sur la question des aides publiques en ce moment. Ça, c'est le premier point. On a fait des offrandes fiscales, des cadeaux fiscaux, des cadeaux aux grandes entreprises. Ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par plus d'argent dans la poche des actionnaires. La part qui va au capital, elle augmente ces dernières années, et moins dans la poche des salariés, en tout cas pas plus dans la poche des salariés, et par des plans de licenciement massifs. La CGT estime 300 plans sociaux en cours, ou potentiellement en cours dans l'année qui vient. Ça veut dire à peu près 300 000 emplois. Et à chaque fois qu'il y a un plan de licenciement, ce sont des salariés qui perdent leur dignité, ce sont des familles qui se trouvent dans l'angoisse, ce sont des territoires qui sont abandonnés, et c'est une part, de notre souveraineté aussi qu'on abandonne, parce qu'on a beaucoup de secteurs stratégiques qui licencient aujourd'hui. Vous demandez à ce que l'on contrôle, si j'ai bien compris, les aides données aux entreprises, qu'on contrôle mieux ces aides, qu'on les mesure, et quoi encore? Alors, transparence, conditionnement des aides publiques, mais on dit pour les allocataires du RSA, une aide publique, c'est-à-dire la droite nous a dit à des droits doivent correspondre des devoirs. Au droit d'avoir de l'argent public doit correspondre un devoir qui est de maintenir l'emploi, qui est de faire des investissements. C'est pas possible, j'ai des dizaines de situations dont je pourrais vous parler. C'est pas possible que parfois des collectivités financent une infrastructure et qu'un an après, mais quand il y a de l'argent public, je vous dis pas, dès qu'on a touché de l'argent public, on n'a pas le droit d'avoir, si on a un besoin économique, un licenciement. Simplement, il faut vérifier que c'est bien motivé. Vous ne voulez pas interdire les licenciements. Que c'est bien motivé par des raisons économiques et pas par des raisons boursières, pas par la volonté de rémunérer davantage les actionnaires. Ça, c'est le premier point. Conditionnement des aides publiques. Tout simplement parce qu'il faut bien gérer les deniers publics. Quand c'est un tel budget, entre 140 et 223 milliards, on peut pas donner comme ça. Vous savez, une association dans un village, quand elle veut une subvention publique, elle répond à un appel à projet, elle dit ce qu'elle veut faire de cet argent, et ensuite, elle dresse un bilan, elle rend compte à la collectivité. C'est normal. Je propose pareil pour les grands groupes du CAC 40, ça me paraît pas scandaleux. Et ensuite, qu'on revienne sur 15 ans de législation où on a facilité les licenciements. La vérité, c'est que depuis les années 2010, on a détricoté le droit du travail, on a facilité les licenciements, on a affaibli les salariés dans leurs négociations. Qu'une PME licencie comme ça par plaisir? Mais franchement, franchement. C'est pourquoi, Monsieur Bourdin, je distingue, je vous l'ai dit, ce qui relève de raisons économiques. Si une entreprise va mal, que son carnet de commandes est à vide, à un moment donné, elle a parfois besoin de licencier, de se séparer de salariés. Mais il faut des connexions, vous en conviendrez, de protection de ces salariés, et il faut regarder si le licenciement est justifié. Là, je vous parle, mais Michelin, Auchan, Thales, Sanofi, je vous parle de grosses sociétés qui en réalité vont bien financièrement, qui vont même très bien financièrement, et qui font le choix de licencier alors qu'elles ont distribué à leurs actionnaires des dividendes. Ça, c'est un scandale. Est-ce que l'antisémitisme, je change de sujet, est-ce que l'antisémitisme vient essentiellement du monde arabo-musulman en France, comme le dit Manuel Valls? Cette déclaration de Manuel Valls, elle est choquante à plusieurs titres. D'abord parce que Monsieur Valls met
dans la société française une catégorie à part. Il explique qu'il y aurait, c'est grave comme propos, dans la société française, parmi les citoyens français, un monde arabo-musulman. C'est-à-dire que vous auriez vous savez, c'est finalement le pendant en miroir de ce discours antisémite, rance d'un prétendu lobby juif qui contrôlerait je ne sais quoi. C'est finalement du même acabit ce genre de propos. Ça, c'est la première chose qu'il dit qui est très grave. Et la deuxième chose, c'est qu'il accuse donc nos compatriotes musulmans, d'origine arabe, réelle ou supposée. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il met derrière. J'aimerais qu'il précise d'être les responsables de l'antisémitisme dans ce pays. C'est extrêmement grave. Et donc, avec ma collègue Léa Balaj El-Mariki, qui est membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale, nous allons aujourd'hui saisir le procureur de la République de ce qui nous semble être une incitation à la haine. Une incitation à la haine de la part de Manuel Valls. Oui, enfin, je parlais tout à l'heure de la crédibilité de la parole publique. Alors, on est dans un moment, oui, de grande tension, et ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, percute la vie publique française. C'est normal. On ne peut être que indigné, horrifié par les attaques terroristes du 7 octobre, par les prises d'otages. On ne peut être que horrifié, terrifié par le génocide en cours à Gaza, par l'extermination de milliers d'enfants palestiniens, de femmes et d'hommes, par la destruction quasi totale de la bande de Gaza. La parole publique, elle doit être mesurés, et quand les mots sont forts, parce qu'il faut des mots forts, on est face à des situations fortes, ils doivent être pesés, et un ministre de la République ne peut pas tenir le discours finalement d'un porte-parole d'Éric Zemmour, parce que c'est ça que fait Manuel Valls, et je crois que c'est extrêmement grave. Benjamin Lucas, les Juifs, 1% de la population française, 60% des agressions religieuses. Pourquoi, selon vous ? Pourquoi il faudrait des heures d'analyse? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Juifs sont ciblés? Pourquoi? Mais parce que nous ne combattons pas assez durement et assez fortement l'antisémitisme. Mais qui ne combat pas assez durement et fortement l'antisémitisme? Mais c'est l'affaire de toute la société, Monsieur Bourdin. C'est l'affaire de l'impunité qui doit être ressentie, qui est ressentie par certains, qui doit être combattue. Est-ce que l'antisionisme, je pose une question corollaire, est-ce que l'antisionisme ne cache pas un antisémitisme profond? Franchement. Je crois qu'il faut faire attention. Si votre question c'est est-ce que la critique du gouvernement d'extrême droite israélien, Monsieur Netanyahou, de la colonisation en Cisjordanie, de l'extermination des Palestiniens, est-ce que ça c'est de l'antisémitisme? Je dis non. Je dis non, et je crois, je vous le disais, que la parole publique, elle doit retrouver de la clarté. Moi, je pense que responsable public, on doit pouvoir dire très clairement les choses sur ce qui s'est passé en Israël, en Palestine. Et donc, je vais vous les dire. Le 7 octobre, c'est du terrorisme, c'est barbare. Prendre des otages, c'est inacceptable et il faut tout faire pour la libération des otages. Massacrer les Palestiniens, commettre un génocide à Gaza, détruire la bande de Gaza, parce que on a des destructions aujourd'hui qui sont supérieures à ce qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale dans certaines parties de l'Europe. Ça, c'est tout aussi inacceptable, tout aussi révoltant, tout aussi répugnant. Et on doit pouvoir poser ces choses-là. Et quand on est humaniste, quand on est attaché au droit, quand on est attaché à la justice, à la dignité humaine, on ne hiérarchise pas les souffrances. Est-ce que tous les partis politiques, est-ce que tous les mouvements politiques font ou disent ce que vous venez de dire? Franchement, Benjamin Lucas. De toute évidence, non. Je constate que nous sommes capables unanimement, de nous lever et d'observer une minute de silence pour les victimes du 7 octobre, et il fallait le faire. Nous sommes incapables, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, d'avoir une unanimité pour dénoncer les crimes de M. Netanyahou, les massacres de M. Netanyahou, le génocide de M. Netanyahou en Palestine. Nous sommes incapables d'être unanimes pour dénoncer la colonisation qui est contraire au droit international. C'est-à-dire, nous sommes incapables aujourd'hui d'avoir les positions qui étaient celles d'un Jacques Chirac ou d'un Dominique de Villepin, dont vous conviendrez comme moi que ce ne sont pas des militants d'extrême gauche, il y a encore quelques années ou quelques dizaines d'années. Ça, c'est un problème et ça, c'est grave. Où progresse l'antisémitisme en France? Partout. Et notamment dans les banlieues. Pourquoi? Mais partout, je vois pas pourquoi. Pardon, mais je suis élu de quartier populaire, je suis élu de banlieue parisienne. J'ai pas entendu plus de propos antisémites dans mes permanences au Val-Fouré que j'en ai entendu dans ma vie de lycéen dans les beaux quartiers amiénois, voyez-vous. Donc je ne comprends pas cette réflexion-là qu'il y a aujourd'hui dans la société. Je vais vous dire d'où vient la menace. Je vous pose la question. Je vais vous dire d'où vient la menace. Je n'ai, moi, jamais été confronté, comme élu de quartier populaire, et j'y passe beaucoup de temps. J'ai d'ailleurs fait d'excellents résultats aux élections législatives. J'ai jamais été témoin d'un propos antisémite, où j'ai jamais été confronté de visu à un antisémite. Mais je vous parle de mon expérience. En revanche, hier à l'Assemblée nationale, s'exprimait un député, je vais vous dire d'où vient la menace, s'exprimait un député, et par curiosité, je vais regarder, un député du Rassemblement national, et par curiosité, je vais regarder qui il est. Je regarde son nom pour savoir où il est élu. Et je vois que ce monsieur
dans la rubrique polémique sur Wikipédia, il a posé avec un t-shirt d'un groupe de rock qui, tenez-vous bien, chante des chants des jeunesses hitlériennes. Elle est là, la menace. Elle est derrière ces costumes cravates. Elle est derrière cette extrême droite bien polissée qui aujourd'hui est une menace pour quiconque croit aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et quiconque veut combattre le racisme et l'antisémitisme. Donc ça veut dire deux choses, que lorsque, par exemple, le Rassemblement national nous dit nous sommes le bouclier contre l'antisémitisme, vous ne le croyez pas un instant. Mais c'est abject, pardon. Il y a quelques semaines, vous dites c'est abject. Il y a quelques semaines, ils ont rendu hommage à Jean-Marie Le Pen qui a été condamné pour antisémitisme. Madame Le Pen, elle a adhéré, je parle même pas de la période récente, elle a adhéré, c'est-à-dire quand elle a fait le choix de rejoindre un parti politique, elle a rejoint celui de son père, dont vous conviendrez avec moi qu'elle pouvait difficilement ignorer ses positions sur la question. Mais alors, est-ce que vous suivez ce que dit le neuropsychiatre Boris Cyrulnik? Mélenchon, à mes yeux, c'est l'extrême droite. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas tout mélanger, à ne pas tout confondre, et je crois qu'il faut surtout faire attention à ce qu'est la République. Jean-Luc Mélenchon, il est l'héritier d'une tradition philosophique, politique, historique, et celle de la gauche républicaine dans ce pays, et c'est un républicain. Oui. Et nous combattons ensemble l'extrême droite. Il accueille à bras ouverts un homme qui a tenté d'assassiner il y a 20 ans l'ancien grand rabbin d'Israël. C'était le 22 mars, samedi dernier. Mais ce que je peux vous dire... dans la manifestation contre les racismes. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je me renseignerai. Ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, à force d'attaquer la gauche, et même quand elle fait... parfois, elle fait des erreurs et des fautes. Il y a un visuel qui n'aurait jamais dû être publié. Il aurait fallu s'excuser, voilà. Mais on en vient à légitimer, à banaliser ce qu'est la menace aujourd'hui pour notre République, qui est la menace pour toutes celles et tous ceux qui croient en la liberté de conscience et de religion, pour toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la laïcité à la française, c'est-à-dire cette liberté forte, précieuse, cette garantie que l'État protège l'ensemble de ses citoyens, quelle que soit leur croyance ou leur absence de croyance. Cette menace-là, elle est à l'extrême droite. Est-ce que aux élections municipales, aux futures élections, vous êtes favorable à un accord électoral avec LFI ? Moi, je suis unitaire, je suis pour l'union de toute la gauche et des écologistes. Donc vous êtes favorable à cet accord? Je le suis, comme je crois, vous savez, il y a eu des périodes où la gauche, il y avait des rassemblements entre socialistes et communistes et radicaux, à des époques où les différences et les divergences entre ces formations politiques étaient bien plus fortes. Regardez ce qu'étaient les divergences au moment du Front populaire, regardez ce qu'étaient les divergences au moment du programme commun. Je lis Laurence Rossignol, qui est socialiste, il ne faut pas de nouvel accord politique avec LFI dans les élections à venir, il ne faut pas d'accord avec un parti qui laisse prospérer l'antisémitisme, l'instrumentalisme et ne le combat pas. L'instrumentalise et ne le combat pas. Je ne suis pas d'accord avec Laurence Rossignol, mais vous savez, moi j'essaye de me concentrer là sur le dialogue avec les Français, sur ce que nous avons à proposer ensemble. Laurence Rossignol, elle est sénatrice, je ne remets pas en cause sa légitimité, mais elle n'a peut-être pas participé comme moi à l'élection législative de 2024, où nous avons vu une attente forte de nos concitoyens qui nous ont dit « unissez-vous pour nous permettre de tourner la page du macronisme et d'éviter le lepénisme ». C'est ça aujourd'hui notre urgence, c'est ça aujourd'hui sur quoi nous devons travailler. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que fait et dit la France Insoumise? Non. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que dit et fait Laurence Rossignol? Non plus. Pourtant, je crois que nous devons tous être unis. Laurence Rossignol, elle a défendu la déchéance de nationalité. C'est une mesure d'inspiration d'extrême droite. Je l'ai combattue. Pourtant, je pense que c'est une femme de gauche et je pense que nous devons aujourd'hui travailler à un projet commun, à ce qui peut nous être commun, en revenant évidemment à l'essentiel de ce qui fait notre engagement et de ce qui fonde aujourd'hui la République. Madame Rossignol, elle a manifesté contre l'antisémitisme à côté, en tout cas dans le même cortège que Madame Le Pen et Monsieur Zemmour. Est-ce que je fais à Madame Rossignol Monsieur Mélenchon n'était pas là. Est-ce que je fais à Madame Rossignol le reproche d'être complice de l'extrême droite? Ce serait ridicule. Donc remettons aussi un peu de ce qui est reproché à la France Insoumise. Je nous invite tous à le faire. Remettons un peu de nuance, un peu de responsabilité dans nos propos. Benjamin Lucas, je voudrais terminer sur les ZFE. Ouais. Est-ce qu'il faut abroger la loi ou la suspendre? Je pense qu'il faut l'améliorer, l'amplifier. Je veux dire, moi, je réfléchissais beaucoup à cette question parce que vous m'avez dit hier que nous allions en parler. Et Bien sûr. Et 135 € l'amende. Je vais vous faire un résumé très personnel. Moi, je suis tiraillé entre deux injonctions contradictoires. Et oui, j'imagine. Des fois, être responsable politique, ça doit être aussi être capable de dire j'ai des doutes sur des choses. Je suis écologiste. Mais au-delà des questions théoriques, je suis le papa d'un petit garçon de 4 mois. Je suis angoissé par l'air qu'il respire. Parce que je sais que la pollution atmosphérique aujourd'hui, c'est une cause de mortalité considérable. C'est la cause de cancer, c'est la cause de troubles cardiovasculaires. Je veux que mon enfant respire un air sain. Et en même temps, je suis élu de banlieue parisienne. Je représente des salariés qui ont besoin de venir à Paris en voiture. Et qui n'ont pas les moyens. Et je suis un père de famille qui a besoin de prendre sa voiture pour aller déposer son enfant à la crèche. Et donc, conscient de ces deux injonctions contradictoires-là, je crois qu'il faut trouver un chemin dans
lequel on construit une réponse pour tous et dans lequel on construit une réponse qui préserve et nos poumons et notre porte-monnaie. Suspendre cette mesure, l'améliorer. Vous savez pourquoi je vous parle de suspension de la mesure? Pourquoi? Parce que les émissions de dioxyde d'azote ont diminué de 60% en 20 ans et les particules fines de 53% sans ZFE. Mais on doit accélérer, Monsieur Bourdin. Les prévisions qui nous sont faites nous parlent d'une France à plus 4 degrés, dans laquelle il y aura plus de vaches laitières. Bon, moi, ça me préoccupe un peu quand même. Aujourd'hui, nos villes, il y a plus de mortalité. L'une des grandes causes de mortalité aujourd'hui, c'est la pollution atmosphérique. Donc on peut considérer que tout va bien et que tout va mieux. Heureusement que les choses vont mieux quand même. Heureusement que depuis 20 ou 30 ans, il y a eu une prise de conscience. Les choses et donc, pour les plus modestes, qui sont les premières victimes. Je pense qu'il faut revoir les critères. Oui. Donc je pense qu'il faut revoir les critères. Aujourd'hui, on regarde pas par exemple au poids des véhicules. Pour moi, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui prend sa voiture d'occasion, qui n'a pas les moyens d'en changer, il faut accompagner d'ailleurs, parce qu'une voiture c'est cher, hein. 5 à 6 000 euros. Il y a des gens qui ont 2 voitures qui, s'ils avaient des alternatives réelles et efficaces, passeraient bien à une voiture, ils feraient des économies. Mais encore faut-il mettre l'offre de transport qui le permet. Encore faut-il penser les connexions. Et ce gouvernement, il a réduit le fonds vert, il réduit les investissements dont on a besoin aujourd'hui. C'est effectivement une grande hypocrisie de dire ZFE d'un côté et de ne pas investir pour les mobilités durables de l'autre. Donc c'est ça, je vous le dis, on change les critères notamment, donc on investit massivement, on change les critères par exemple, parce que je vous le dis, c'est pas la même chose. J'en ai vu un hier en face de l'Assemblée nationale, tout seul dans son énorme Porsche, pardon pour la marque, qui pollue tout seul pour son bon plaisir, et celui qui se lève le matin pour aller travailler ou pour déposer ses enfants à l'école. L'énorme Porsche, elle pourra toujours entrer dans Paris. Pardon de vous le dire, elle n'aura pas de critères 3 ou 4 ou 5. Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut... vignette critère 3. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut revoir aujourd'hui, notamment au poids, les critères. C'est pas normal, qu'on ait aujourd'hui des voitures qui ressemblent à des tanks. Il y a une proposition de loi déposée par 35 députés de la droite et du centre. Est-ce que vous pourriez voter qui demande la suspension de cette mesure? Non, parce qu'eux proposent qu'on mette la tête dans le sable. Eux se disent, il y a un sujet, et effectivement, la question de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire de notre capacité à adhérer à des mesures écolo, elle est essentielle. C'est une mesure anti-pauvre. Est-ce que c'est une mesure anti-pauvre? Telle qu'elle est pensée aujourd'hui, moi je vous le dis, elle me pose problème effectivement parce que je crois, et je vous le dis comme élu de Mantes-la-Jolie, comme élu de banlieue parisienne, parce que je vois qu'aujourd'hui, effectivement, elle met pour des gens des barrières. Parce que je vois que les grands-parents de mon petit bout de chou, s'ils veulent venir le récupérer à l'Assemblée nationale quand j'ai besoin d'aller en réunion, eux qui habitent en banlieue, effectivement, ils sont pénalisés. Bon, donc c'est un vrai sujet. Mais est-ce que supprimer cette idée qu'on doit protéger nos villes, nos poumons, notre respiration est la bonne? Je ne crois pas. Là aussi, la parole publique, elle gagnerait à de la nuance, à de l'intelligence, et à ce qu'on affronte les problèmes complexes avec des principes, des valeurs et des objectifs, et pas avec des slogans. À quelques mois des municipales, franchement, c'est assez grossier comme ficelle. Bien, merci Benjamin Lucas d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger est là après les infos de 9h. Sud Radio.